Comme vous l'avez sans doute remarqué, dans l'histoire des mathématiques, l'ordre chronologique ne suit pas toujours l'ordre logique. En analyse, il y a une inversion flagrante. Newton et Leibniz ont commencé à dériver des fonctions bien avant que Cauchy et Bolzano ne parlent de continuité. Et quand Cauchy et Bolzano ont défini la continuité, ils ne savaient pas vraiment ce qu'étaient les nombres réels. Pour être juste, Bolzano s'était posé la question. On en a retrouvé la trace dans ses manuscrits. Mais autant sa théorie des fonctions, publiée un siècle après qu'elle ait été écrite, contenait des résultats majeurs, autant sa théorie des nombres réels, élaborée sans doute aussi dans les années 1830, était restée à l'état d'ébauche. Bolzano aura eu le mérite de poser le problème d'une définition rigoureuse des nombres, mais c'est tout. Je vous ai déjà fait part de ma conviction que l'exigence croissante de rigueur en analyse au XIXe siècle est, au moins en partie, liée à la nécessité d'enseigner à des publics de plus en plus larges et exigeants. Cet homme, Joseph Bertrand, en est une illustration. Il a enseigné à l'École normale supérieure, à l'École polytechnique, avant d'être élu au Collège de France. Son traité d'arithmétique, publié en 1849, est peut-être aussi en partie le fruit de ses souvenirs d'enfance dans la classe préparatoire de son oncle. Il débute par un avertissement. Cet ouvrage est spécialement destiné aux jeunes gens qui étudient l'arithmétique avec l'intention d'aborder ensuite les autres parties des mathématiques. C'est pour eux surtout que j'ai cherché à apporter dans les raisonnements et dans les définitions une rigueur et une précision dont ils ne sauraient trop tôt prendre l'habitude. Ben oui, c'est bien le même Joseph Bertrand qui écrira 15 ans plus tard dans un autre manuel que toute fonction admet une dérivée. Mais passons. Ici, Bertrand met en pratique ses bonnes résolutions. Par exemple, quand il définit la racine carrée, il commence par préciser qu'un nombre est plus grand ou plus petit que racine de n selon que son carré est plus grand ou plus petit que n. Voyant alors les nombres comme étant des longueurs reportées sur une ligne droite, il ajoute: une portion de cette ligne recevra les extrémités des longueurs dont la mesure est moindre que racine de n, et une autre portion celle des lignes dont la mesure est plus grande que racine de n. Entre ces deux régions, il ne pourra évidemment exister aucun intervalle, mais seulement un point de démarcation. La distance à laquelle se trouve ce point est, par définition, mesurée par racine de n. Vu la longue histoire des approximations de racines, et en particulier par des fractions continues, alternativement par excès et par défaut, il était assez naturel d'écrire une racine comme un point de démarcation entre deux ensembles de rationnels, ceux qui sont inférieurs et ceux qui sont supérieurs. Bertrand est parfaitement conscient que sa définition s'étend à des irrationnels quelconques, mais il ne pousse pas tout à fait jusqu'au bout la logique axiomatique. Il est vrai que ce manuel d'arithmétique élémentaire n'était pas forcément le bon endroit pour développer cette logique. Le plus étonnant finalement, c'est que la définition que Dedekind a donnée des nombres réels suit exactement la même idée que l'exposé de Bertrand. Et comme pour Bertrand, la motivation initiale de Dedekind est l'enseignement. Son mémoire est intitulé Continuité et nombres irrationnels. Il dit: les considérations qui font l'objet de ce court essai datent de l'automne 1858. Je me trouvais alors en tant que professeur à l'École polytechnique fédérale de Zurich, obligé pour la première fois d'exposer les éléments du calcul différentiel. Et je ressentis à cette occasion, plus vivement encore qu'auparavant, combien l'arithmétique manque
d'un fondement véritablement scientifique. À propos du concept d'une grandeur variable qui tend vers une limite fixe, et notamment pour prouver le théorème que toute grandeur qui croît constamment, mais non au-delà de toute limite, doit nécessairement tendre vers une valeur limite, je cherchais refuge dans les évidences géométriques. Maintenant encore, admettre ainsi l'intuition géométrique dans le premier enseignement du calcul différentiel me semble, du point de vue didactique, extrêmement utile, indispensable même si l'on ne veut pas perdre trop de temps. Mais personne ne le niera, cette façon d'introduire au calcul différentiel ne peut aucunement prétendre avoir un caractère scientifique. Mon sentiment d'insatisfaction était alors si puissant que je pris la ferme décision de réfléchir jusqu'à ce que j'aie trouvé un fondement purement arithmétique et parfaitement rigoureux des principes de l'analyse infinitésimale. La comparaison entre le domaine des nombres rationnels et une droite a induit à reconnaître que le premier est lacunaire, incomplet ou discontinu, tandis que la droite doit être dite complète, non lacunaire ou continue. Mais en quoi consiste en fait cette continuité? La réponse date du 24 novembre 1858. J'y réfléchis longtemps en vain, mais finalement j'ai trouvé ce que je cherchais. Les avis sur cette découverte seront peut-être partagés. Je crois cependant que la plupart des gens en trouveront le contenu très trivial. Il consiste en ceci. Au paragraphe précédent, on attire l'attention sur le fait que tout point P de la droite opère une division de celle-ci en deux portions, telle que tout point d'une portion est à gauche de tout point de l'autre. Je trouve l'essence de la continuité dans la réciproque, c'est-à-dire dans le principe suivant. Si tous les points de la droite sont répartis en deux classes, tel que tout point de la première classe soit à gauche de tout point de la seconde classe, il existe un point et un seul qui opère cette partition de tous les points en deux classes, cette découpe de la droite en deux portions. C'est ce que l'on appelle les coupures de Dedekind. Vous connaissez ma prédilection pour les illustres inconnus. Concernant Charles Méret, j'exagère un peu, il n'est pas aussi totalement inconnu qu'il en a l'air. Déjà, nous en avons ce magnifique portrait, ce qui n'est pas si mal. Il faut dire qu'il a été doyen de la faculté des sciences de Dijon, où il était professeur. Et son portrait trône toujours sur un mur de la dite faculté. Et puis par rapport à d'autres qui ont fait quelques apparitions dans ces histoires, lui au moins a une page Wikipédia et une sur MacTutor. Ce qui est tout de même un bon indicateur d'une postérité prospère. Mais trêve de calembour, je vous l'avoue tout net, c'est en fouillant la documentation pour préparer l'histoire de l'analyse que j'ai découvert son existence. Qu'a-t-il donc écrit de si précieux? Remarque sur la nature des quantités définies par la condition de servir de limite à des variables données, par M. Charles Méret, professeur à la faculté des sciences de Dijon. Voyons un peu. La théorie des quantités incommensurables, celle des séries, des quadratures, et en général toutes les parties des mathématiques où il y a lieu de considérer les limites de quantités variables, ont pour fondement essentiel les principes suivants. Primo, une quantité variable, comprenez une suite, tend vers une certaine limite, si les termes de cette limite vont toujours soit en augmentant, soit en diminuant, pourvu qu'ils restent dans le premier cas inférieur, dans le second cas supérieur à une quantité fixe quelconque. Non mais, attendez, mais c'est n'importe quoi. Une suite ne peut converger que si elle est croissante et majorée ou décroissante et minorée. Oui, mais non, ce n'est pas exactement ce qu'il veut dire. Méret a une manière très personnelle d'exprimer ses mathématiques, ce qui n'a pas aidé à leur diffusion.
qu'il veut dire en fait, c'est qu'un réel, rationnel ou non, peut être défini comme une classe d'équivalence de suite de Cauchy, dont la différence 2 à 2 tend vers 0. Sauf que l'exprimer ainsi est un anachronisme complet pour l'époque. Il n'est pas encore question de classe d'équivalence, loin s'en faut. Écoutez comment Méret présente sa définition 3 ans plus tard dans son manuel d'enseignement. Toutefois, on peut convenir de dire au figuré qu'une variante tend vers une limite fictive incommensurable quand elle est convergente et n'a point de limite numériquement assignable. Traduisez, une suite de Cauchy qui ne converge pas vers un rationnel converge vers un irrationnel, par définition. Telle est pour nous la nature des nombres incommensurables. Ce sont des fictions permettant d'énoncer d'une manière uniforme et plus pittoresque toutes les propositions relatives aux variables convergentes. Oh, pittoresque, Méret lui-même l'était autant que ses fictions. En dehors de sa qualité, ma foi fort louable, de propriétaire viticole en Mercuré en Bourgogne, excusez du peu, Méret était aussi connu pour son caractère épouvantable. On en retrouve la trace savoureuse dans quelques textes qu'il a écrits vers la fin de sa carrière à propos de l'enseignement des mathématiques. Je veux seulement parler des mathématiques classiques, qui ont abreuvé mon enfance de tant de dégoûts, dont mon âge mûr s'est usé à percer de part en part les épaisses ténèbres. À certains yeux, sans doute, la forme passionnée de mes critiques est une irrévérence, mais en les écrivant, j'entends déjà les applaudissements de leurs victimes, hélas, trop nombreuses, car ce sont tous ceux qui les ont étudiées. Et en conclusion, il en sera ce qu'il pourra, mais j'ai cru remplir un devoir de ma modeste charge, en dénonçant ainsi l'édifice inhospitalier et déplaisant des mathématiques classiques au public, comme à tout ministre qui serait particulièrement désireux d'élever partout le niveau de cet enseignement et d'en rendre les parties les plus indispensables, pour la première fois, vraiment populaires. Et quelques années après, en réponse à une enquête sur les méthodes de travail des mathématiciens, bientôt je me suis aperçu que la géométrie n'est qu'un mythe comme science pure, qu'elle n'est que l'application de l'analyse à l'étude des faits géométriques, et je ne me suis plus occupé que de l'analyse. Celle-ci m'a paru pitoyable, par son décousu, ses procédés, son manque absolu de rigueur, et mes principaux efforts ont tendu à la rendre naturelle, claire et rigoureuse, autant que la moindre question d'algèbre élémentaire. Je crois que ces efforts n'ont pas été fournis en pure perte. En lisant ce qui précède, je ne peux pas m'empêcher de penser que Méret se serait bien entendu avec Georg Cantor. En tout cas, ils auraient eu des choses à se dire s'ils s'étaient rencontrés, parce que la définition des réels comme limite de suite de Cauchy, c'est à Cantor, au lieu de Méret, qu'elle est attribuée. Cela vient de cet article, extension d'un théorème de la théorie des séries trigonométriques. L'essentiel de l'article n'est pas dans les séries trigonométriques, mais dans la définition que Cantor donne des nombres réels comme classe d'équivalence de suite de rationnels. Cantor part d'une suite infinie de rationnels, A1, A2, AN, etc., qui vérifie la propriété de Cauchy. Il déclare par définition qu'une telle suite a une limite déterminée B. Il remarque ensuite que deux suites de Cauchy dont la différence tend vers 0 définissent la même limite. Il note enfin, grand B, l'ensemble de ces limites possibles. Il ne reste plus qu'à étendre les opérations à ce nouvel ensemble grand B, et c'est l'ensemble des réels. Et là où on a plus de mal à le suivre, c'est quand il itère sa construction.
Le système A a donné naissance au système B. De même, les deux systèmes B et A réunis donneront naissance, par le même procédé, à un nouveau système C. Soit en effet une série infinie de nombres choisis dans les systèmes A et B, cette série étant constituée de telle sorte qu'elle possède la propriété de Cauchy. Je dirais que cette série a une limite indéterminée, C. Les grandeurs numériques C constituent le système grand C. Et ainsi de suite. Oh, si cela peut vous rassurer, nous ne sommes pas les seuls à ne pas comprendre l'intérêt de cette cascade. Écoutez Dedekind. Tandis que je rédige cette préface, le 20 mars 1872, je reçois l'intéressante étude de Cantor sur l'extension d'un théorème de la théorie des séries trigonométriques, dont je remercie vivement le pénétrant auteur. Un parcours rapide m'a permis de constater que l'axiome de son paragraphe 2, abstraction faite de la forme extérieure, concorde pleinement avec ce que je désigne dans mon paragraphe 3 comme l'essence de la continuité. Mais étant donné justement ma conception même du domaine, complet en soi, des nombres réels, je ne puis encore reconnaître l'utilité qu'il y a à distinguer, ne fût-ce que conceptuellement, des grandeurs numériques réelles d'un genre encore supérieur. Dedekind lui ayant envoyé son mémoire, Cantor avait bien vu, lui aussi, que les deux approches étaient équivalentes. Je vous remercie très vivement pour l'envoi de votre traité sur la continuité et les nombres rationnels. Comme j'avais déjà pu m'en convaincre, le point de vue auquel je suis arrivé sur ce sujet depuis quelques années, à partir de préoccupations d'arithmétique, coïncide en fait avec vos conceptions. Il n'y a de différence que dans l'introduction conceptuelle des grandeurs numériques. Que vous ayez bien mis en évidence ce qui constitue l'essence de la continuité, j'en suis absolument convaincu. Au printemps 1872, quand cet échange a lieu, Cantor et Dedekind ne se connaissent pas encore personnellement. Ils se rencontrent l'été suivant, par hasard, selon Cantor, au bord du lac des Quatre Cantons, à Gersau, en Suisse. À l'époque, Cantor n'est pas encore marié. Ce sera fait 2 ans plus tard avec une amie de sa sœur, Vali Gutmann. Ils se marient le 9 août 1874 et partent aussitôt en voyage de noces à Interlaken, toujours en Suisse. Et devinez quoi? Dedekind séjourne aussi à Interlaken. Quel hasard tout de même! Bien sûr, les discussions mathématiques vont bon train, et on ignore quelle part la jeune mariée a pu y prendre. Madame Cantor aura l'élégance de pardonner à son mari sa lune de miel mathématique. Ils auront 6 enfants. 25 ans plus tard, les Cantor fêtent leur noces d'argent, et Dedekind leur adresse ses félicitations. Cantor remercie le 26 août 1899 en son nom et celui de son épouse. Les jours que nous avons passés avec vous à Interlaken pendant notre lune de miel il y a 25 ans restent pour toujours dans notre mémoire. Eh bien, ils restent aussi dans l'histoire des mathématiques, parce qu'après avoir construit les réels et défini la continuité, il restait encore d'autres étapes à accomplir. L'une d'elles est la définition axiomatique des entiers naturels. Dedekind le fait dans ce mémoire. Que sont et que doivent être les nombres? Il avait commencé à le rédiger dès 1872. Quant à Cantor, sa construction des réels est le point de départ d'une réflexion sur les ensembles de nombres qui le conduira à développer sa théorie des cardinaux infinis. Il le fait dans une série de 6 articles parus aux Annales mathématiques de Leipzig
entre 1879 et 84. Ils sont intitulés Sur les variétés de points linéaires et infinis. Celui-ci est le cinquième. Le traducteur français a décidé de changer le titre en Fondement d'une théorie générale des ensembles. L'article débute ainsi. Dans l'exposition de mes recherches sur la théorie des ensembles, je suis maintenant arrivé à un point où il me faut développer une généralisation de nombres entiers réels, et ce développement m'entraîne dans une direction où personne, à ma connaissance, ne s'est engagé jusqu'à présent. Mais ce n'est pas vraiment la peine de l'y suivre puisque je vous en parle ailleurs. Et puis, j'ai décidé arbitrairement que la construction des entiers et la théorie des ensembles feraient partie de l'histoire de la logique plutôt que de l'analyse. C'est comme ça et pas autrement. Après tout, j'ai forcément raison puisque c'est moi qui raconte. Euh, allons bon. Voilà que Méret devient contagieux maintenant.